Vraiment, le plus dur, c'est au moment où le juge dit c'est fini, bah, faut l'annoncer aux salariés. Mm. Enfin, ils le savaient, hein, ils étaient au courant, mais du jour au lendemain, t'étais un entrepreneur, t'avais une vie, t'avais une raison de te lever le matin, voire t'étais content de te lever le matin. Mais là, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où t'es bon, tu sais pas où te vendre, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, t'as plus personne qui t'appelle. Moi, t'as le côté entrepreneur, regarde, tu me reçois parce que je suis entrepreneur. Mm. Si je suis le mec qui a planté sa boîte il y a 6 mois, tu me reçois pas pareil. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui ça change, mais. Ouais. Et du coup, il y avait cette solitude que j'ai découverte en plantant. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Thillon, cofondateur de Tilki. Bonjour Mélanie. Merci d'être avec moi sur cet épisode de Mestock. Avec plaisir. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Sylvain, on va revenir un peu sur son parcours. Donc c'est un entrepreneur qui, avant de lancer sa boîte, avait déjà créé une autre boîte. Et il a également écrit, il est l'auteur de 3 bouquins dont on va vous parler. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion, vous verrez à la fin de l'épisode, de gagner un exemplaire d'un des 2 bouquins, n'est-ce pas ? Exactement. Très bien. Donc, écoutez, c'est parti. On va parler de son parcours, de ses challenges et surtout, on va faire un focus dans cet épisode sur qu'est-ce que l'échec, comment il a appréhendé l'échec dans les 2 boîtes qu'il a montées. Et on vous donnera aussi plein de conseils pour vous aussi vous lancer. Let's go! On est parti. Du coup, Sylvain, alors la première question que je pose toujours à tous mes invités dans mes stocks, c'est comment est-ce que les gens ou tes amis te décriraient, quels mots, adjectifs viennent en tête quand on parle de Sylvain? Excessif, taré, passionné, truc comme ça. Ok, d'accord. Alors pourquoi excessif? Enfin, ça m'intrigue. Besoin de bosser H24, besoin de faire du sport, besoin de manger plus que de raison, de boire plus que. Ouais, besoin d'aller vraiment au bout des choses et de Ouais. vivre l'expérience complètement. C'est ça D'accord. qui m'éclate. Et- J'aime quand il y a des hauts, des bas. Quand ça bouge. Exactement, surtout exactement pour un entrepreneur, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tu as fait un Ironman. Tu Oui, vois, là. déjà, j'arrive encore à T'arrives me lever. Ça va. Ok, du coup, expérience intéressante. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur 2-3 moments clés de ton parcours. Avant de te lancer, qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu as toujours voulu t'orienter dans l'entrepreneuriat? Pas vraiment. Parcours scolaire assez normal, bon étudiant. Et donc je pars vers les écoles de commerce à 20 ans. Mhm. Et en première année à EM Lyon, on doit tous faire un projet virtuel de création d'entreprise. J'avais plein d'idées. Et l'une d'entre elles était de faire des bijoux pour cheveux. Parce que je faisais de la moto, mais enfin rien à voir. Ok. Et j'ai fait ce projet pour l'école. On a même vendu des bijoux chez Desange à l'époque dans le cadre du projet virtuel. Très bien. J'ai été amené parmi les 12 meilleurs projets de l'école. Face à un jury de pros, j'ai fini 11e. Mais à la fin du jury, il y a une jeune femme qui vient me voir en me disant Sylvain, ton projet est vraiment cool. Bon, tes bijoux sont moches, ton équipe elle tient pas la route. Mais j'adore ce concept de boucle dorée de cheveux qui sert à rien, qui est juste joli. J'aime bien l'idée, voilà ma carte. Si tu vas plus loin, je suis prête à t'aider. D'accord. Sur la carte, il y avait écrit L'Oréal. Ah oui. Et là, je me dis putain, si L'Oréal s'intéresse à ça, j'ai le choix entre faire un stage pourri à l'étranger ou créer ma boîte. J'ai 20 ans. Je pensais pas créer avant l'âge de 28-30 ans, après m'être fait une belle expérience dans une entreprise. Je dis bon, bah là c'est l'occasion, L'Oréal est prêt à me suivre, je risque pas grand chose. L'idée, je l'ai, j'y crois. J'ai une équipe qui est pas mal, j'avais reformé une nouvelle équipe. Allez, on se lance. D'accord. Et voilà comment je me suis lancé dans une aventure, une galère de bijoux pour cheveux, qui s'est terminée 6 ans après au tribunal avec des procès et des dettes. Ah oui, quand même. Donc l'aventure a duré 6 ans. Ouais. Ah oui. Donc vraie aventure, vécue jusqu'au bout. Alors parfois presque trop au bout. J'aurais peut-être dû arrêter plus tôt. Il y avait des signaux rouges très très forts que je ne voulais pas voir. Ok. Comme quoi, par exemple? On perdait encore pas mal d'argent. On avait pas mal de problèmes de production. Et on n'a jamais réussi à créer l'effet de mode. On a rêvé de cet effet. Beaucoup de gens y croyaient. Mais on ne l'a pas vécu. D'accord. On l'a vécu presque la dernière année, en 2008. Mais à ce moment-là, crise des subprimes qui arrive en Europe. Et les commerçants, les coiffeurs qui étaient nos clients disent on n'achète plus rien. On garde notre trésor pour payer nos salariés, nos coiffeuses, nos coiffeurs. Le salon mondial de la coiffure de la beauté, qui est tous les ans en septembre, est annulé en septembre 2009, Ah, faute mince. d'exposants. Ok. Nous, on y fait 30% de notre chiffre d'affaires en 3 jours, de l'année. Ah Et, ouais. et du coup, la grosse dépression pour nous, enfin, on dit ouais, notre carré de commande, il a baissé de 60%. On était rentable en 2008 et 2009, on dit on va reperdre beaucoup d'argent, on est fatigué,
on n'a plus de cash, on ne peut plus faire de nouvelles collections. Et on a arrêté, et là je pense que c'est un peu grâce à l'école en termes de gestion, j'ai arrêté, il restait encore de l'argent sur le compte. Ok. Je savais que 3 mois après, il n'y aurait plus rien et je serais en négatif de beaucoup. Du coup, je suis allé voir le tribunal en disant voilà, il me reste juste de quoi payer mes salaires du mois. Je sais qu'on passera pas l'été, parce qu'en plus le salon en septembre est annulé. D'accord. Du coup, je préfère arrêter là, on ne voit pas d'avenir au projet. Donc là, est-ce que tu l'as vécu comme étant un échec, justement? 6 ans de ta vie où c'est un marteau dans le tribunal, juge qui tape et qui dit c'est fini, vous ne touchez plus à rien. Ça ne nous appartient plus, ça appartient à l'État. Vous répondez plus aux clients, vous rentrez plus dans les bureaux. C'est plus à vous. Par contre, les dettes, va falloir quand même en parler. Alors, il y a les dettes de la boîte, qui là sont, s'il n'y a pas de faute de gestion, c'est pas pour moi. Mais après, j'avais fait des cautions bancaires. Et comme j'étais jeune, con et naïf, j'ai signé des cautions bancaires perso parce que j'étais sûr que mon projet allait marcher. Sauf que comme il n'a pas marché, il fallait que je rembourse. Ah mince, ouais. Et là, on n'est pas toujours d'accord avec les banques en plus sur ce que je devais rembourser ou pas. Parce que, petite astuce pour vous, dans les cautions, il y a 2 choses à vérifier. Attention, la contre-garantie. Moi, à l'époque, c'était Oseo ou Sofaris. Enfin, maintenant, c'est BPI. Mais ça ne contre-garantissait que si j'étais en insolvabilité personnelle. C'est-à-dire que pendant 5 ans, l'État avait le droit de regard sur mes comptes et ce que je dépensais. D'accord. Et que si j'étais pas en insolvabilité perso, que j'avais les moyens de rembourser, c'était moi qui étais caution à 100%. Et ça, je l'avais pas compris, parce que j'avais payé la contre-garantie pendant 5 ans. Je pensais que du coup... Du coup, tu pensais que oui, tu ils étais allaient prendre en garanti. charge à Voilà, 70%, c'est ça. moi je prenais que les 30%. Voilà. Deuxième truc, c'est une erreur de débutant, parce que j'en ai parlé pas mal d'entrepreneurs, il y en a plusieurs qui se sont fait avoir. Quand on fait un prêt perso, généralement le banquier il dit contre-garantie 70%, vous 30%, enfin 40%, parce qu'en gros avec les frais ça fait 40%. Et ça m'allait. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'il y avait écrit. Il y avait écrit Oseo 70%, Sylvain 16 000 euros, ce qui était 40% de 40 000. Mais ça veut dire que si la somme à rembourser restante était de 20 000, moi je devais payer 16 000 quoi qu'il se passe. Et je ne devais pas payer 8 000 en fait. Okay. S'il restait 12 000, j'étais 100% pour moi, 12 000 pour moi. Et ça, j'avais pas du tout compris ça. Ouais. D'où le procès, parce que j'ai dit à la banque, j'ai pas l'argent, je peux pas payer. Et j'aurais proposé de rembourser mois par mois, de trouver un truc. Et ils voulaient pas du coup. Ils m'ont pas trop répondu. Et à ce moment-là, moi je vivais chez des potes, j'avais plus d'appart, je vivais avec 500 balles par mois. Et ils m'ont envoyé un recommandé à une adresse d'étudiant qui n'existait plus depuis 4 ans. Mon Dieu, ouais. Et ils m'ont dit du coup que comme j'avais pas récupéré ce recommandé, j'étais en déni de caution ou je sais pas quoi. Et du coup, ils m'ont attaqué pour que je paye. Ah oui, donc vraiment toute l'aventure entrepreneuriale, pour toi, ça s'est fait. Ouais, ça c'est un peu. Après, là, limite, ça allait mieux parce que j'avais relancé une boîte, ça commençait à marcher, donc j'avais repris confiance en moi. Vraiment, le plus dur, c'est au moment où le juge dit c'est fini, faut l'annoncer aux salariés. Enfin, ils le savaient, hein, ils étaient au courant, mais du jour au lendemain, t'étais un entrepreneur, t'avais une vie, t'avais une raison de te lever le matin, voire t'étais content de te lever le matin. Mais là, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où t'es bon, tu sais pas où te vendre, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. T'as plus personne qui t'appelle. Moi, t'as le côté entrepreneur, regarde, tu me reçois parce que je suis entrepreneur. Si je suis le mec qui a planté sa boîte il y a 6 mois, tu me reçois pas pareil. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui ça change, mais du coup, il y avait cette solitude que j'ai découverte en plantant et la remise en question perso qui est lourde. Parce que plantage, c'est ta faute. Hein. C'est pas de la faute des autres, c'est pas de la faute de l'État, des impôts, d'un client qui a pas payé. C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Et qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à ça et la boîte du coup, est-ce que tu penses que c'est ta responsabilité personnelle? Ah ouais, clairement. Je le referais. Hein. À refaire, c'est une aventure géniale, je regrette rien. J'ai eu la chance, comme j'avais fait des études de gestion, de ne pas faire de grosses erreurs de gestion et j'ai pas perdu beaucoup d'argent. Je me suis très peu payé pendant 6 ans. J'ai laissé un peu de compte courant d'associés qu'on récupère pas. Et finalement, le procès avec la banque, je l'ai gagné. Donc du coup, j'ai même pas payé beaucoup de caution bancaire. Et du coup, c'était quoi les erreurs majoritairement que tu as pu faire dans ta boîte? Enfin, si tu peux nous en donner quelques-unes. La première, c'est que j'avais Brigitte qui tenait un salon de coiffure à 300 mètres de mes bureaux et que j'ai mis 3 ans à aller la voir. Ah oui. J'avais peur qu'elle me dise non. D'accord. Tu sais, c'est le problème entre le créateur et le vendeur. Et en fait, quand tu es le créateur, tu es vachement attaché à ton produit. Donc quand quelqu'un me dit non, tu prends un peu pour toi alors que c'est juste ton produit. Exact. J'ai appris à être complètement schizophrène maintenant et à me détacher de l'invention. Limite, tu veux avoir plus de noms et puis comme ça te donne encore peut-être plus envie d'aller. Ouais, mais limite, je le prends pas pour moi. J'arrive à me mettre dans un jeu et un peu oublier. On est parti avec bien trop peu de cash. On a eu l'ambition et la folie de déposer un brevet mondial qui nous a coûté presque 100 000 euros, alors qu'on a créé la boîte avec 15 000 euros de capital. Moi, j'avais 0 argent, qu'on a levé des fonds qu'au bout de 3 ans, on aurait dû relever des fonds plus tôt. Et du coup, comme on devait en plus acheter des stocks pour les revendre,
On a toujours fait du donc, système D ouais. et on a fait plein de mauvais choix de peur d'échouer. Alors c'est bizarre, hein, tu vois, Ouais. l'erreur est la peur d'échouer. Exactement. L'exemple tout bête que je prends, c'est on a fait 6 séances photo avec des mannequins, entre guillemets. Plus ou moins mannequins. Très jolies filles en tout cas. Avec des pseudo-coiffeurs et des pseudo-photographes. Pas les meilleurs de la place en fait. Des bons, mais c'était... soit c'était leur job du dimanche, soit c'était des petits coiffeurs pas encore très renommés. Et sur l'ensemble de ces séances, il n'y a pas une dont je sois vraiment fier. Ah ouais? Pourquoi? Il n'y a aucune photo ouf. J'ai fait une séance une fois avec des vrais mannequins et un vrai photographe. Ça change tout. Alors pourtant, la mannequin n'était pas très jolie en arrivant au salon de coiffure. J'ai presque refusé pour l'anecdote, c'est assez hallucinant. J'ai dit non, mademoiselle, le salon il est privatisé, là, on fait une séance photo. Elle fait oui, je suis invité. Non, je pense pas. Et en fait, si, c'était. Et c'était la plus jolie en photo. Ok. Incroyable. Ah ouais, non, parce que ça, c'est aussi tout le rôle du photographe, hein, j'imagine. Hein, mais... ok, donc ça change complètement. La coiffure, en fait, du maquillage, du photographe était incroyable en fait. Et ça change. Mais par contre, c'est un budget supplémentaire que j'avais pas. Où en fait, si je le mettais et que je me plantais, je plantais la boîte. D'accord. Alors que là, avec mes petites séances un peu pourries, j'avais le droit de les planter et de les recommencer. Mais c'était un peu une erreur de pas y aller sérieusement sur un produit, pas luxe, mais un peu premium, quoi. Ouais, et du coup, j'avais pas, au niveau marketing, je mettais pas ce qu'il fallait en face de ce que je voulais de mon produit. Donc, ouais, et comme j'ai pas réussi à en faire un produit mass market non plus, bah, j'étais un mix entre les deux, donc j'étais toujours mal positionné. Et aussi, le truc con, c'est que moi, ce que j'aime, c'est aussi innover, c'est imaginer l'étape d'après. Et du coup, je travaillais sur des bijoux pour chevaux. Pour chevaux? Chevaux. D'accord, ok. Je travaillais sur des bijoux parfumés pour cheveux. On pouvait mettre du Chanel numéro 5 dans les bijoux. Et du coup, on n'avait plus besoin de le mettre sur les vêtements, sur la peau, mais c'est directement dans les cheveux. Et des cheveux qui sentent bon, ça sent trop bon. C'est ouf. Mais sauf qu'on vendait toujours pas nos bijoux, quoi, tout court. C'est ça, en fait. Et que je passais vachement de temps là-dessus. Je dépensais aussi un peu d'argent, ce qui n'était pas toujours très intelligent. Et dernière erreur, mais est indispensable, donc du coup, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai fabriqué en Asie, en Chine. C'est les seuls à avoir dit oui. Les Français m'ont tous dit non. Je suis tous allé les voir. Ils m'ont dit ça marchera jamais, c'est de la merde, trop compliqué, on fera pas. Et en plus, t'as 20 ans, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Les Chinois disent rarement non, donc du coup, ils ont dit oui, on a foncé. Sauf que 3 ans après, mon cahier des charges, qui faisait au départ 4 pages, il en faisait 14. Parce qu'à chaque livraison, je rajoutais des tests à faire, il faisait toujours des nouvelles conneries. Et au bout de 3 ans, on avait vendu quand même 500 000 pièces. Les Français ont dit, bon, en fait, maintenant, ça nous intéresse. Ah oui. Et honnêtement, ça ne nous coûtait pas plus cher. C'était beaucoup plus flexible. On recevait beaucoup plus vite les produits parce que c'était à 100 km de Lyon. En termes de trésorerie, on pouvait payer à 60 jours après livraison, alors qu'en Chine, il fallait payer au moins 50% la commande. Moins de problèmes de qualité, on refaisait tout de suite l'aller-retour et dans les 48 heures, c'était traité. Alors qu'en Chine, il faut renvoyer par avion. Donc avant que ça arrive là-bas, qu'ils te le renvoient, tu passes 3 semaines ou un mois. Mais voilà, une erreur, mais indispensable, parce qu'aucun Français ne m'a fait confiance au début. D'accord.